Bonjour à tous et bienvenue dans ce jeudi de la formation consacré à la place de l'hypnose dans la prise en charge de la douleur. L'hypnose est une technique relativement ancienne mais dont les professionnels de santé se servent de plus en plus. Nous allons donc aborder dans cette émission la place de l'hypnose médicale dans la prévention et le traitement de la douleur. Et pour en savoir plus, je suis avec le docteur Marie-Charlotte Desmézières. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc anesthésiste réanimateur à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, hypnopraticienne et référente de l'Institut d'hypnose. Donc tout d'abord, nous allons effectuer un retour sur les éléments qui décrivent au mieux l'hypnose médicale et sa place dans la douleur afin de mieux comprendre. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est l'hypnose médicale? Alors, il y a deux choses, l'hypnose et l'hypnose médicale. Et là, je vais plus vous parler de l'hypnose médicale. L'hypnose médicale, c'est, alors si on prend la définition la plus récente, qui date de 2020, c'est un processus intentionnel, relationnel, qui va permettre d'activer et d'utiliser des capacités dynamiques naturelles de la conscience pour atteindre un objectif thérapeutique, psychique et ou corporel. Voilà. Donc, je reviens sur les termes de cette définition qui sont importants. Un processus intentionnel, donc on met une intention, on a un objectif, et l'objectif, ça va être la base en fait, de l'hypnose, hein, on va le définir. Donc là, on va parler aujourd'hui de la douleur, et donc on va chercher à traiter une douleur, à la diminuer, à l'anticiper, à gérer la composante émotionnelle, sensorielle. Enfin voilà, on va revenir dessus. Donc l'objectif important à définir, c'est un processus qui est relationnel, donc qui dépend beaucoup de l'alliance avec le praticien, entre le patient et le praticien. Donc l'alliance thérapeutique, c'est quelque chose de primordial qui est nécessaire à mettre en place avant de parler même de l'hypnose. Et puis, activer et utiliser les capacités dynamiques naturelles de la conscience. En fait, tout simplement, ce terme-là, c'est ce qu'on a comme ressources. On a tous des ressources en nous par notre vécu, notre passé, les expériences positives qu'on a pu vivre. Et donc, on va aller en hypnose chercher à utiliser ces ressources dont on dispose pour pouvoir activer le phénomène de transe hypnotique. Donc le praticien va, grâce à l'hypnose, aller aider le patient à activer ses ressources. Et puis parfois, le patient va pouvoir utiliser l'auto-hypnose pour activer lui-même ses ressources. Voilà. Et tout ça, ça existe depuis longtemps ? Alors oui, ça existe depuis longtemps, même si l'hypnose comme on la connaît aujourd'hui, souvent on ramène ça à Mesmer avec un seul S, hein, le Franz Anton Mesmer, qui était un médecin allemand, qui a développé une théorie, alors qu'il n'appelait pas hypnose, qu'il appelait le magnétisme animal. Il pensait qu'il y avait un fluide magnétique qui traversait l'univers, qui traversait les individus. Et quand on était soumis à une mauvaise circulation de ce fluide, eh bien, on était malade. Donc il fallait rétablir la circulation du fluide. Donc il a fait des expériences et puis il a inventé un baquet, le baquet de Mesmer. Donc on retrouve des vidéos sur Internet. Il y a même eu un film de Méliès en 1905 qui s'appelle Le baquet de Mesmer. Et donc voilà, on voit tout le cérémonial très intéressant. Alors en fait, ce qui est très proche de l'hypnose, c'est que ça utilise toute la sensorialité, le toucher, l'audition, hein, puisqu'il y avait de la musique de chambre aussi dans le cérémonial avec Mozart. Et puis donc le toucher, puisqu'il y avait des tiges métalliques, le Mesmer touchait les gens, et puis susurrait des choses sur un rythme bien particulier. Donc tout ça, c'est des choses qui ressemblent à l'hypnose, mais on n'a pas tout ce cérémonial aujourd'hui. Donc souvent, on dit que Mesmer est l'inventeur de l'hypnose. En réalité, bien avant, il y a eu plusieurs descriptions d'hypnose. Il y a eu des descriptions de guérison par la parole dans les temples du sommeil en Égypte, en Grèce ancienne, dans des fresques aussi, dans les grottes de Lascaux, par exemple. Donc il y a toujours eu un peu de description de transe, sans savoir si vraiment c'était de l'hypnose ou pas. Puis le mot hypnose, il est arrivé bien plus tard. Il est arrivé en 1842. C'est un chirurgien écossais qui s'appelle James Braid qui a parlé du mot hypnose, hypnotisme, puis qui a parlé aussi du concept d'alliance thérapeutique. Donc voilà, il a compris plusieurs choses en s'inspirant des expériences précédentes. L'hypnose a beaucoup évolué au fil du temps.
jusqu'à arriver au XXe siècle, où là, c'est le psychiatre américain Milton Erickson qui, lui, a un peu révolutionné les choses, parce qu'il a créé une hypnose beaucoup plus permissive. Avant, l'hypnose, c'était très dirigiste, on imposait des choses. Et puis lui, il s'est basé sur l'observation de ses patients. Alors, Milton Erickson, c'est un grand clinicien. Il n'a pas publié de livres. En revanche, ces séances étaient enregistrées, donc il y a eu beaucoup de retranscriptions de ces séances. Et donc, quand on lit les séances qu'il pratiquait, en fait, on a l'impression de dialogue. Mais tout en dialoguant, il va activer les ressources, justement, et aller chercher les ressources du patient pour pouvoir le faire vraiment partir dans un état de transe hypnotique. Et donc, aujourd'hui, l'hypnose qui est enseignée dans la plupart des instituts de formation, c'est l'hypnose ericksonienne, basée sur l'observation, sur l'alliance thérapeutique, et puis sur tout ce qui est utilisation des ressources du patient. Alors, quand vous avez parlé de Mesmer, on pense à un autre avec 2 S, et donc à l'hypnose de spectacle. Et quelle est la différence? Est-ce que c'est la même chose, l'hypnose de spectacle et l'hypnose médicale? Alors non, c'est totalement différent, même s'il y a le mot hypnose dans les deux. L'hypnose de spectacle aurait tendance à faire un peu de tort à l'hypnose médicale, puisque les gens ont un peu peur quand ils voient des spectacles, ont peur du côté manipulation. Même dans certains films, on voit de l'hypnose. Alors là, c'est plus de l'hypnose de spectacle, c'est du cinéma, mais on nous fait croire que c'est possible de tuer quelqu'un sous hypnose, ou voilà, ce qui n'est pas possible. Heureusement, il y a des mécanismes de protection dans le cerveau, et donc on n'est pas capable de manipuler les gens à ce point-là. Et donc vraiment l'hypnose de spectacle, elle est différente de l'hypnose médicale dans le sens où elle n'a pas du tout d'objectif en dehors de divertir un public. Il n'y a pas d'objectif et il n'y a aucun effet mesurable, effet thérapeutique mesurable, puisqu'il n'y a pas d'objectif, donc on ne peut pas savoir si ça a fonctionné ou pas, en fait. Juste, si le public applaudit, on va voir que le public est satisfait, donc l'hypnotiseur sera content. Mais en fait, c'est le seul effet qu'on va pouvoir prouver. Alors qu'en médecine, en hypnose médicale, on va définir un objectif, on va travailler dessus grâce à l'hypnose et on va observer des effets thérapeutiques qu'on va pouvoir mesurer. Et dans le cadre de la douleur, quelle est la place de l'hypnose? Est-ce que c'est en préventif, dans les douleurs aiguës, dans les douleurs chroniques? À quel moment on peut lui trouver une place? Alors, tout le temps. Tout le temps. Déjà, la douleur, si on la définit, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Ça, c'est la définition de l'IASP. Il y a vraiment le côté sensoriel et émotionnel. Il n'y a pas de « ou », c'est vraiment une association des deux. Et on sait que l'hypnose va agir sur les deux composantes de la douleur, à la fois le sensoriel, au niveau du cortex somatosensoriel, et puis de l'émotionnel au niveau du cortex cingulaire antérieur. Ça, on a pu le prouver grâce aux neurosciences. Donc déjà, sur la douleur, on sait que l'hypnose, elle va fonctionner. Dans la douleur, il y a toute la part anxiété et appréhension, par exemple. Quand on va avoir un geste potentiellement douloureux, on va se mettre dans des conditions d'anxiété et d'appréhension de la douleur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les douleurs induites par des soins. L'hypnose, elle va pouvoir avoir sa place. On va pouvoir préparer la personne. Par exemple, quelqu'un qui va être phobique des piqûres, si on a le temps de bien le préparer, on va pouvoir en hypnose, utiliser une technique qu'on appelle la technique du gant magique, et donc lui faire créer dans son imaginaire un gant magique, imprégné d'anesthésie locale par exemple, et donc quand il va installer ce gant, la main va être comme anesthésiée, et donc on pourra faire le prélèvement, la ponction veineuse, sans que le patient ressente de douleur. Voilà. Ça, c'est une technique qui est fréquemment utilisée. Donc pour tout ce qui est douleur induite, ça a sa place. Et puis ça gère aussi en même temps l'anxiété liée aux soins. Mais vraiment, il y a une réelle anesthésie. Quand on teste, c'est assez impressionnant. Donc l'intensité de la douleur aussi est diminuée par l'hypnose. Dans les douleurs aiguës, également, ça a sa place. On voit sur des patients algiques aux urgences, on va pouvoir arriver, proposer de l'hypnose en complément des autres thérapeutiques. Et ça, c'est important quand même, parce que un patient qui est algique,
qu'on viendrait voir en lui disant non mais rassurez-vous, je vais vous faire de l'hypnose et ça va aller. Je pense qu'il nous regarderait bizarrement et il dirait mais vous n'avez rien compris en fait. Donc on commence par ratifier, oui vous avez mal, j'ai bien vu, je vais vous mettre les calmants nécessaires et puis je vais vous proposer de faire un exercice en même temps. Et voilà, et donc par la respiration par exemple ou d'autres techniques, on va réussir à faire diminuer l'intensité douloureuse. Et finalement, on aura peut-être moins besoin de morphinique dans une titration. Ou voilà. Mais on associe quand même les deux et ça a un côté rassurant. Et puis, dans le cadre de la douleur chronique, là, c'est encore différent. Là, on va utiliser l'hypnose plutôt sur plusieurs séances. Et notamment, on va utiliser l'apprentissage de l'auto-hypnose. Parce que la douleur chronique, elle est installée, elle est là. Et donc, potentiellement, il va y avoir des pics douloureux par moment. Elle va revenir, la douleur. Et l'hypnose ne va pas faire disparaître la douleur du jour au lendemain. Mais l'hypnose va permettre d'aider à contrôler la douleur et apprendre au patient à mieux gérer sa douleur. Donc, il y a des patients qui arrivent à se passer dentalgiques grâce à l'hypnose, parce qu'ils arrivent à se mettre en état d'auto-hypnose quand il y a la douleur. Mais ça nécessite vraiment toute cette phase d'apprentissage de l'auto-hypnose. Et est-ce qu'il y a des contre-indications et des effets secondaires de l'hypnose ? Alors, en contre-indication, on évoque parfois les pathologies psychiatriques à type de dissociation, donc la schizophrénie par exemple, les psychoses graves non équilibrées, non traitées, puisque c'est déjà un état de dissociation, donc aller dissocier quelqu'un qui est dissocié, on ne sait pas trop ce que ça fait, donc on va plutôt éviter, même si certains disent que ce n'est pas forcément une contre-indication, donc tout ça c'est assez relatif, et puis ça va dépendre de la situation, du geste, du praticien aussi, un psychiatre va pouvoir proposer s'il estime que c'est une bonne thérapie. Là, on est dans le cadre de la gestion de la douleur. Donc, pourquoi pas poser une perfusion sous hypnose à un patient psychotique ? Ça ne me dérange pas forcément du moment que ça ne va pas être une hypnose longue ou on va en profondeur dans les choses. Mais si c'est sur le versant un peu de distraction pour éviter la douleur juste lors de la ponction veineuse, je pense que ça n'a pas beaucoup d'impact. Et puis, en effet secondaire, c'est plus les problèmes de réassociation qui peuvent se produire. Donc, quand on revient d'un état d'hypnose, on appelle ça la réassociation. On revient dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Et donc là, si cette réassociation est mal faite, un peu trop rapide, on peut être un peu vaseux après une séance d'hypnose. Ça s'arrête là, il n'y a pas d'état bloqué en état d'hypnose. Et puis après une bonne nuit de sommeil, on est requinqué et tout va bien. Très bien. Alors nous allons voir maintenant comment s'utilise l'hypnose dans la prise en charge de la douleur en pratique. Alors quels sont les éléments qui vont faire basculer le choix du soignant vers l'utilisation de l'hypnose pour la prise en charge d'un patient douloureux ? Alors, comme je vous disais, on va l'associer. On va l'associer aux médicaments. On ne va pas forcément d'emblée se dire on va utiliser l'hypnose et c'est tout. Par contre, ça va rentrer dans l'arsenal thérapeutique de tout ce dont on dispose pour traiter une douleur. Donc, du moment qu'on a des soignants formés, disponibles, qui ont le temps de pratiquer, c'est très bien de proposer l'hypnose. Voilà. Souvent, on est limité par les ressources humaines, en fait, où on n'a pas forcément quelqu'un de disponible au moment où on a le patient douloureux. Mais voilà, ça reste un outil, et donc que ce soit le patient en douleur aiguë ou en douleur chronique, si on peut lui proposer, eh ben, on va le faire, mais sans se passer des autres médicaments, des autres thérapeutiques, ça peut être une infiltration ou n'importe quoi. On va associer les choses et puis on va voir ce qui est le plus efficace. Ouais. Et quel type quel type de soignant peut proposer l'hypnose dans le cadre de la douleur ? Tout soignant qui sait traiter une douleur. Voilà. Il faut savoir le faire avant. On ne sait faire en hypnose que ce qu'on sait faire sans l'hypnose. Voilà, ça c'est une phrase clé. Donc,
quelqu'un qui va proposer l'hypnose pour traiter une douleur, très bien, s'il est formé, s'il sait faire et tout. Mais si l'hypnose ne fonctionne pas, on peut avoir des patients qui sont très réfractaires, qui n'ont pas envie et qui ne se laissent pas hypnotiser facilement. Il va falloir pouvoir leur proposer autre chose. Donc voilà. Mais si un soignant, un médecin par exemple, a à côté de lui une infirmière qui sait pratiquer l'hypnose, il va pouvoir faire appel à ses compétences et puis lui-même mettre en place les médicaments adaptés, par exemple. Donc il y a une coopération aussi dans l'équipe. Et comment ça fonctionne sur la douleur? Par quel mécanisme? Alors, déjà la douleur, elle a plusieurs composantes. Elle a une composante sensoridiscriminative, une composante émotionnelle, une composante cognitive et une composante comportementale. Et l'hypnose, elle va agir sur chaque composante. Alors, on connaît bien ça en douleur chronique, où il y a plusieurs couches, et donc l'hypnose, elle va agir sur les différents niveaux, les différentes couches autour de la douleur chronique. L'hypnose, elle va modifier le traitement des informations à la fois sensorielles et émotionnelles. Donc, elle va modifier l'intensité de la douleur en agissant au niveau du cortex somatosensoriel, et puis la part émotionnelle de la douleur en agissant sur le cortex cingulaire antérieur. Les neurosciences, elles nous ont permis d'objectiver un peu le fonctionnement du cerveau en état d'hypnose. Alors, c'est des choses un petit peu complexes, mais on commence à savoir ce qui se passe. Et notamment, il y a des réseaux qui se mettent en place. Alors, des réseaux qui existent en niveau de conscience de base et puis qui vont être modifiés. Leur fonctionnement va être modifié quand on est en état d'hypnose. Donc, on voit que différentes zones se mettent à interagir et on va, par exemple, moins avoir conscience de son environnement. Quand on est en état d'hypnose, on va activer des zones du cortex occipital, par exemple, pour avoir ces processus d'imagerie mentale. Voilà, il y a plusieurs zones du cerveau qui s'activent, d'autres qui se mettent au repos, entre guillemets, pour pouvoir plus s'intérioriser sur la conscience virtuelle, l'imaginaire, et puis développer tout ce côté positif et répondre aux suggestions de l'hypnopraticien. Alors, si on revient sur l'utilisation de l'hypnose, mais en anesthésie-réanimation, quelle place elle a par rapport à la douleur? Alors, en anesthésie-réa, on est beaucoup confronté à la douleur. Alors, d'une part, à la douleur induite. La douleur induite parce qu'on fait beaucoup de gestes qui sont douloureux, mais qui sont nécessaires. Et puis, en anesthésie, notamment au bloc opératoire, on a quand même des patients qui arrivent sur leurs deux jambes, qui vont bien a priori, mais qui doivent avoir une intervention chirurgicale. Donc on sait que l'intervention, ça va provoquer des douleurs. Voilà, donc là on est typiquement dans la douleur induite. Le fait d'utiliser l'hypnose pour une intervention chirurgicale, alors soit l'hypnosédation quand on va du coup utiliser l'hypnose pour remplacer l'anesthésie générale, en ayant peut-être recours juste à une sédation, ça c'est quelque chose, mais en parallèle, on peut aussi utiliser l'hypnose en association avec l'anesthésie générale. Et donc, moi, mes patients, maintenant, j'ai pris l'habitude, à chaque fois qu'ils arrivent au bloc, déjà, j'évalue leur état de confort, leur état d'anxiété, par des questions simples. Et puis, rapidement, en fait, je les fais focaliser sur quelque chose et je les emmène comme ça, petit à petit, dans un état d'hypnose où je leur fais des suggestions de confort. Et puis, je vais jusqu'à faire des suggestions post-hypnotique de confort post-opératoire, en leur disant que quand ils vont se réveiller de l'intervention, ils seront dans un lit bien moelleux, avec une couverture chauffante, ils seront confortables, et puis voilà, confort maximal. Alors, je n'évoque pas la douleur, volontairement, et puis parfois, il n'y a pas de douleur au réveil, en fait. Donc, c'est vraiment insister sur ce côté confort. Alors sur certaines interventions très lourdes, on ne peut pas forcément évoquer ça parce qu'on sait qu'il va y avoir des douleurs importantes, mais en tout cas les mettre dans un état de confort par rapport à leur anxiété aussi. Des patients qui vont avoir une chirurgie très lourde, c'est important de diminuer le niveau d'anxiété avant de les endormir. Souvent je dis à mes patients, quand vous vous endormez à la maison stressé le soir, souvent le matin vous avez eu l'impression d'avoir une nuit un peu plus agitée, d'avoir eu un mauvais sommeil. Et au bloc, c'est pareil. Si on endort quelqu'un qui est anxieux, qui est presque agité par son anxiété, on ne va pas avoir un réveil de bonne qualité.
Donc, et ça, c'est plus la part émotionnelle qui joue à ce niveau-là. Mais voilà, l'hypnose, elle a vraiment toute sa place sur la gestion de l'anxiété préopératoire aussi. Et moi, je prends l'habitude de leur dire, tant que vous êtes stressé, on va attendre et puis je vous endormirai après. Donc là, il y a des techniques qu'on utilise de réification, par exemple. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, des techniques de gestion de l'anxiété. Et puis quand ils me disent, là, c'est OK, je suis bien, on peut y aller. Et donc, en endormant tranquillement, dans des bonnes conditions, pour obtenir un réveil plus confortable. Et du coup, comment ça se passe, la séance, si on peut dire, d'hypnose? Est-ce qu'il y a différentes phases? Alors oui, il y a différentes phases. Une séance d'hypnose, elle est construite, c'est assez protocolé finalement, même si ça repose sur le relationnel et donc chaque hypnopraticien va avoir sa façon de faire. Il va y avoir d'abord une phase d'induction hypnotique, donc la phase où on va amener le patient dans un état de transe hypnotique, un état de dissociation. Et donc pour faire l'induction, on va par exemple faire focaliser sur un point, une couleur, une machine dans le bloc opératoire, un son. Il y a plein d'éléments sur lesquels on peut faire focaliser. Et puis voilà, on va utiliser différentes techniques d'induction. Donc il y a des inductions motrices par exemple, où on peut proposer une catalepsie, une lévitation. Ça, c'est des choses qu'on fait. Et qui font rentrer dans un état de transe de plus en plus profond. Puis une fois que le patient est en transe, donc ça on peut le repérer grâce à certains signes cliniques, on va faire des suggestions, donc des suggestions de confort, d'analgésie, et puis des suggestions post-hypnotiques aussi, comme je vous le disais, de confort qui va perdurer après. Et puis une fois qu'on a terminé, on va faire la phase de retour d'hypnose, de réassociation. Alors, la petite particularité, je vous parlais de l'anesthésie générale, on ne fait pas de retour d'hypnose quand on fait une anesthésie générale, puisqu'on endort le patient pendant qu'il est en train d'avoir des suggestions de confort. Et donc ensuite survient l'anesthésie générale. Donc on fait juste ce retour en anticipation, en lui disant, quand vous vous réveillerez tout à l'heure en salle de réveil, vous sentirez, et ces suggestions post-hypnotiques induisent la phase de retour en fait. Et comment ça se prépare tout ça? Il y a des consultations en amont de la chirurgie et de l'anesthésie? Alors oui, alors c'est assez variable selon les endroits, je pense. Nous, on a décidé de faire une consultation d'hypnose avant, pour tout ce qui est hypnosédation essentiellement, et puis les anxiétés assez fortes ou les phobies. Ça, c'est des patients que je vois au préalable. Donc on fait une consultation d'anesthésie classique et puis dans la deuxième partie de la consultation, on va parler d'hypnose, de ce que ça peut apporter. On va définir un objectif et puis définir le déroulé, en fait, comment on va pouvoir accompagner. Parfois, alors c'est plutôt rare, mais les patients vraiment très anxieux avant une chirurgie lourde, je peux être amenée à les revoir une deuxième fois avant l'intervention pour bien les préparer. Et dans la mesure du possible, j'essaye d'être présente au bloc parce que l'alliance thérapeutique s'est créée. Donc ça, c'est rassurant de retrouver un visage connu, une voix connue pour s'endormir avec la personne qui nous a accompagnés dès le début. Voilà. Mais pour la plupart des patients que j'endors en anesthésie générale, c'est des patients que je n'ai jamais vus avant. Quand je propose vraiment l'hypnose sur le coup, je ne suis pas forcément amenée à leur dire que je fais de l'hypnose. C'est des techniques d'hypnose qui amènent une relaxation et donc qu'ils sachent que c'est de l'hypnose ou pas, finalement, comme je n'ai pas le temps de leur expliquer les principes de l'hypnose, certains patients peuvent avoir peur de l'hypnose. Donc, je n'ai pas forcément envie de leur dire là, je vais faire de l'hypnose. S'ils n'ont pas envie, ça va plus les angoisser qu'autre chose. Donc, juste, j'utilise ces techniques pour les relaxer. Et puis, ça fonctionne, c'est très bien. Et on y va tranquillement. Et par rapport à la douleur, vous avez des bons retours des patients, je suppose. Quel est leur ressenti ? Alors, très bon en général. Alors, il y en a toujours certains qui disent que ça n'a pas fonctionné. Ou voilà, bon, comme tout, il n'y a pas de moyens miraculeux, mais la plupart des patients sont extrêmement satisfaits. Ils sont satisfaits déjà du relationnel. Ils se sentent vraiment bien pris en charge, coucounés, chouchoutés. Ils sentent qu'ils sont bien pris en considération. Déjà, quand on fait de l'hypnose, on s'assied à côté du patient. Chose que parfois on oublie dans notre pratique de tous les jours. On n'a pas le temps, on est toujours pressé, donc on vient, on est debout, le patient est allongé, on dit bonjour comme ça, mais c'est impressionnant d'avoir quelqu'un au-dessus de soi. Donc voilà, on prend le temps, on s'assied.
Finalement, on ne prend pas plus de temps, mais dans la position, dans le langage non verbal, on signale au patient qu'on est là pour lui. Et donc déjà, tout ce côté-là, il sent que vraiment on est concentré uniquement sur lui, on va le prendre en charge. Donc ça a déjà un effet sur la douleur. Et puis ensuite, effectivement, quand on arrive à contrôler une douleur, et ça c'est beaucoup en douleur chronique aussi, à contrôler une douleur par l'hypnose, à donner cet outil au patient qui va pouvoir utiliser dans sa vie quotidienne, ça change la vie en fait. Donc vraiment, il y a une énorme satisfaction. Et puis aujourd'hui, avec notamment le vieillissement de la population, ça fait peur d'avoir des médicaments, d'avoir de plus en plus de médicaments. Les ordonnances des personnes âgées, elles sont parfois très très longues. Et donc, pouvoir se dire que la personne âgée qui va être prise en charge pour une douleur, on va lui proposer l'hypnose, on va voir ce que ça fait, puis s'il faut, on ajoutera autre chose. Mais en fait, on va éviter de rajouter encore une molécule de plus. Et si ça fonctionne, c'est super. Pouvoir soulager de manière un peu plus simple. Oui. Alors, pour terminer cette émission, nous allons voir quelques éléments pour aller plus loin. Alors, quels sont les autres éléments d'accompagnement du patient qui peuvent aussi être proposés donc, à l'hôpital, dans votre hôpital ou à l'extérieur ? Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de médecine intégrative. La médecine intégrative, c'est l'intégration de toutes les médecines complémentaires, en fait. Donc, que ce soit l'hypnose, le yoga, l'activité physique adaptée, l'ostéopathie, l'aromathérapie, enfin, il y en a une liste énorme. Utiliser ces médecines, parfois médecine traditionnelle aussi, l'acupuncture, intégrer ces médecines dans la prise en charge globale. Donc ça a un vrai effet sur la prévention notamment, et c'est vrai qu'on en manque aujourd'hui. Voilà, donc tout ce qui est médecine intégrative, c'est quelque chose qu'il faut développer. Alors nous, à l'hôpital Saint-Joseph, on n'a pas encore toutes ces médecines intégratives, ça viendra peut-être un jour, je l'espère. Mais nous, on avance. Là, on va commencer à faire une étude sur l'aromathérapie, par exemple, donc intégrer les huiles essentielles, les faire rentrer à l'hôpital, au bloc opératoire, parce qu'en association avec l'hypnose, ça peut être très bénéfique. L'odorat, par exemple, c'est un sens qui a une très grande mémoire sensorielle. Quand on parle de la Madeleine de Proust, par exemple, d'emblée, ça évoque des souvenirs très lointains, mais l'odorat, ça fonctionne comme ça, en fait. Donc, utiliser l'odorat en hypnose, ça va pouvoir faire remonter des souvenirs anciens très positifs, et donc des ressources très positives. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser. On utilise un petit peu la sophrologie. Il y a une sophrologue à l'hôpital. Acupuncture, on en a eu par le passé en maternité, par exemple. Voilà, après, ça dépend aussi du personnel qui est disponible. Mais voilà, il faut que ça se développe et on espère que dans les années à venir, on va pouvoir mettre en place des choses. Alors là, on s'est concentré évidemment sur l'anesthésie-réanimation, mais concernant la douleur, donc en préventif ou en curatif, dans quel autre service on se sert de l'hypnose ? Dans tous les services. Dans tous les services. Alors, à commencer par le service des urgences, à l'entrée de l'hôpital, on accueille des patients souvent douloureux. En fait, le premier motif de consultation dans un hôpital, c'est la douleur. Donc l'hypnose, elle va avoir sa place dès l'arrivée du patient aux urgences, que ce soit pour une réduction de luxation d'épaule ou n'importe quel geste, ou une pose de perfusion, de cathéter. Voilà, donc douleur induite, douleur aiguë. Il y a moins de douleurs chroniques aux urgences. Et puis, dans tous les services de médecine, les toilettes des patients qui ont une fracture ou qui sont difficiles à mobiliser, ça va être difficile de faire une toilette. Donc, l'hypnose va pouvoir aider. On a des aides-soignantes qui sont formées à l'hypnose et qui peuvent s'en servir pour faire les toilettes. Les infirmières aussi, alors pour tout ce qui est pansement, les pansements des patients diabétiques, des patients de médecine vasculaire, c'est des pansements qui sont très douloureux, les escarres, tout ça. Donc il y a beaucoup de soins en fait qui sont potentiellement douloureux et l'hypnose va aider à faire ces soins dans un plus grand confort. Et parfois, on voit qu'il n'y a même pas besoin d'antalgique parce que parfois, on met de la morphine avant de faire un soin douloureux.
Et en fait, on se rend compte qu'avec l'hypnose, on peut même arriver à s'en passer. Donc voilà, dans tous les services, en fait, on peut utiliser l'hypnose. Les kinés l'utilisent pour la mobilisation des patients. En radiologie, on l'utilise, alors c'est moins pour la douleur, c'est pour traiter tout ce qui est claustrophobie avant de passer une IRM. Mais voilà, sur la douleur, vraiment, dans tous les services, on a des patients douloureux. Donc dans tous ces services, l'hypnose a sa place. Tout à fait. Et donc pour terminer cette émission, quel message vous souhaiteriez faire passer à nos confrères ? Je souhaite que le plus grand nombre se forme à l'hypnose et à la communication thérapeutique parce que déjà, ils vont voir que ça leur change la vie. C'est beaucoup plus agréable de travailler en prenant le temps. Et prendre le temps ne fait pas perdre de temps, paradoxalement, mais vraiment, c'est beaucoup plus confortable. C'est confortable pour soi-même, c'est confortable pour l'équipe aussi, qui a l'impression de travailler dans un environnement plus apaisé. Et puis, bien sûr, les bénéfices pour le patient, on les a évoqués. Donc voilà, vraiment, se former un maximum, c'est... Bien, j'espère que vous serez écoutés. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez revoir sur notre site fréquencemédicale.com et sur notre chaîne YouTube. Je vous dis donc à bientôt pour un prochain Jeudi de la formation.